Dans l'actualité ce soir, les cantines scolaires pour aider au maintien des enfants à l'école. Un projet de développement vise ainsi l'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire au Burkina Faso. Le projet s'appelle Beobiga et est piloté par le Catholic Relief Service Catwell qui lance une seconde phase de ce projet pour la région du Centre-Nord. Qui finance le projet et combien va-t-il coûter? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, la police judiciaire du centre met hors d'état de nuire des malfrats qui sévissaient sur le territoire burkinabé. Ce sont des bandits pour la plupart connus des fichiers de la police, mais d'autres résident dans un pays voisin, n'intervenaient au Burkina que pour des cas de braquage. Images et témoignages à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, cette espèce de guerre froide entre la Russie et les États-Unis sur le terrain vénézuélien. Depuis que la présence de 2 avions militaires russes a été détectée d'images sur le tarmac de l'aéroport de Caracas, le ton monte entre Washington et Moscou. Le Venezuela est-il devenu un nouveau terrain de guerre d'influence USA et États-Unis? La réponse à suivre dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, direction Kosiam, où le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu ce jeudi dans la matinée une délégation de la société chinoise Huawei Technologies. La délégation dit être venue présenter la nouvelle équipe dirigeante de Huawei Afrique de l'Ouest au chef de l'État burkinabé. À la suite de cette délégation, Roch-Marc Christian Kaboré a reçu également le représentant de la FAO au Burkina. Il dit être allé échanger avec le président du Faso sur un projet de cantine scolaire. Fabrice Nebier, Olopoda et Nathalie Sawadgo pour les détails. Étienne Liu, président Afrique de l'Ouest de Huawei, son vice-président Loïse Tamalgo et Monique Tiao, directrice du Burkina, forment la nouvelle équipe dirigeante du géant chinois des technologies de téléphonie mobile. Installée en janvier dernier, cette nouvelle équipe de Huawei est venue s'entretenir avec le président du Faso sur ses projets en Afrique de l'Ouest. La mission de cette nouvelle équipe sera de continuer les affaires que nous déployons en Afrique de l'Ouest, soutenir les pays africains pour la mise en place de réseaux qui pourra donc aider ces pays à améliorer l'environnement digital. Au niveau du Burkina Faso, nous avons déjà fini une bonne partie du projet, notamment le projet Ouaga Paga, qui a été achevé et apprécié par la Banque mondiale. Nous allons continuer le déploiement du reste des autres phases du projet. La deuxième personnalité reçue par le président du Faso, le représentant par intérim de la FAO au Burkina Faso. Ensemble, ils ont parlé de la mise en œuvre d'une initiative qui vise l'accessibilité et l'amélioration de l'alimentation dans les cantines scolaires au Burkina Faso. Le projet initial est un projet de 5 ans. Ce que nous, la FAO, on va pouvoir appuyer, c'est essayer déjà de travailler toujours en partenariat avec les représentants du gouvernement pour un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers. Les cantines scolaires, il s'agit là d'un des engagements du président du Faso. L'objectif étant d'assurer aux élèves de bonnes conditions d'apprentissage afin d'améliorer leur réussite. Justement, c'est également le credo du projet Beobiga pour améliorer la qualité de l'éducation de base, en particulier le savoir lire et écrire des élèves. Le projet va à travers la fourniture des repas quotidiens aux élèves travailler à leur maintien à l'école. C'est le Catholic Relief Service Catwell qui est porteur du projet. Son coût et son financement avec Adama Guiti et Maxime Zongo. Première organisation non gouvernementale à s'établir dans notre pays au début des années 60, Catholic Relief Service Catwell a été, plusieurs décennies durant, d'un soutien important à la scolarisation au Burkina grâce à ces cantines scolaires financées par le peuple américain. C'est dans cette dynamique qu'est intervenu le projet Beobiga. Après 2 phases marquées par des résultats encourageants, nos partenaires décident de renouveler le projet. Le futur de ce pays, qui est la jeunesse,
et surtout les filles scolarisées. C'est ça notre inspiration, c'est ça qui nous donne la force d'agir pour les années à venir et c'est ça qui nous donne l'idée de prendre cette opportunité pour une troisième phase. Des résultats très satisfaisants dans le domaine de l'amélioration de l'environnement scolaire, mais surtout au niveau de la qualité des enseignements. Des acquis qui réconfortent naturellement les premiers responsables en charge de l'éducation. Nous avons réussi depuis quelques années à atteindre la parité donc à l'école primaire et cette année, 2018-2019, nous avons atteint la parité au poste primaire. C'est-à-dire au collège désormais, on a autant de filles que de garçons et cet effort doit se poursuivre et le maintien des enfants à l'école est conditionné justement par l'apport que nous venons de recevoir. Pour cette troisième phase, le projet cible 472 355 bénéficiaires dans 996 écoles de la région du Centre-Nord. Coût du projet, plus de 12 milliards de francs CFA. Un appel a été lancé à l'occasion à toutes les parties prenantes pour une mise en œuvre encore plus réussie de cette troisième phase. La direction régionale de ONU Habitat chez le Premier ministre d'Abiré. Ce jeudi, le Premier ministre a donc échangé avec Motiza Gaïza, le directeur du bureau régional ONU Habitat. Il est venu présenter au Premier ministre son institution et faire le point en matière d'amélioration des zones d'habitat spontané, la planification urbaine de ce que ONU Habitat veut faire au Burkina. À la suite de cette délégation, le Premier ministre a reçu une délégation de la SE-LCE qui a été également porteur d'un message. Le point avec Omar Zambré. L'ONU Habitat veut partager l'expérience de l'amélioration du quartier non loti de Bisiguin dans d'autres quartiers non lotis de Ouagadougou et même au niveau national. En plus de cela, les émissaires de l'ONU Habitat reçus ici en audience par le Premier ministre sont venus discuter projet. Nous avons travaillé depuis assez longtemps sur la question de l'amélioration du non-loti ici au Burkina Faso, en particulier dans un quartier de Ouagadougou, à Bisiguin. Ça a été une bonne expérience, mais maintenant avec le ministère, nous sommes en train de travailler à une stratégie pour élargir cette expérience à d'autres quartiers de Ouagadougou et même au niveau national. Et nous sommes aussi en train de nous coordonner avec l'UMOA pour l'organisation d'une conférence sous-régionale au niveau de la région pour traiter de ces questions. Après l'ONU Habitat, le Premier ministre a reçu une délégation de l'ASE-LC, l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption. La délégation est venue soumettre ses préoccupations au chef du gouvernement. Nous avons profité de l'occasion pour lui soumettre aussi un certain nombre de préoccupations de l'institution par rapport à sa restructuration, à la construction de son nouveau siège et un certain nombre de questions qui concernent le contrôle et l'investigation au Burkina Faso. L'ASE-LC compte sur le gouvernement pour la prise en compte de ses préoccupations, toutes choses qui pourraient contribuer au bon fonctionnement de la structure. Dans l'actualité ce soir, les caisses nationales d'assurance maladie du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire viennent de signer une convention ce matin pour un partenariat. La convention permet aux deux organisations de partager des informations, mais aussi des expériences en matière d'assurance maladie. La Caisse Assurance Maladie du Burkina a pour objectif la promotion du droit à la santé, du droit à la sécurité sociale, la création de conditions d'accès à des soins de qualité et à moindre coût. Moumouni Soubega, Roger Kam. La Caisse nationale d'assurance maladie de Côte d'Ivoire et la Caisse nationale d'assurance maladie universelle du Burkina scellent un partenariat de coopération. À travers cette signature de convention, les institutions des deux pays manifestent leur volonté de travailler main dans la main pour relever les défis en matière d'assurance maladie. Nous allons démarrer effectivement le projet avec l'ensemble de la population dès le mois de juillet 2019 pour le prélèvement des cotisations et octobre pour le démarrage des prestations pour toute la population. Au Burkina, le processus a démarré depuis 2008. Sa mise en œuvre connaît quelques difficultés, mais le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle reste convaincu que le bout du tunnel n'est plus loin. L'administration de la Caisse compte mettre à profit ce nouveau partenariat pour donner un coup de fouet à ce projet.
Une décision forte avait été prise dès 2016 de commencer notamment par les franges les plus fragiles de notre population, que sont les femmes enceintes et les enfants. Parce qu'il faut le dire, c'est l'assurance maladie qui est déjà en marche. La difficulté maintenant est d'élargir tout ceci aux autres catégories de la population. Et donc il faut tirer le leçon de ceux qui ont déjà rencontré les mêmes difficultés. Les deux parties prennent l'engagement de partager des expériences, des compétences et des bonnes pratiques dans la mise en œuvre de l'assurance maladie. Un accord salué par le directeur du cabinet représentant le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale du Burkina. Jean-Marie Sampougdou souhaite que ces partenariats se consolident afin de permettre à ces institutions sœurs de jouer pleinement leur rôle au bonheur des populations ivoiriennes et burkinabais. L'Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso tient son deuxième congrès ordinaire sous le thème « Rôle et place de l'infirmier dans le système de santé du Burkina Faso ». L'ouverture des travaux est intervenue ce 28 mars à Ouagadougou. Les congressistes vont durant cette rencontre faire le bilan du fonctionnement de l'ordre, mais aussi procéder à la relecture des textes. Le but visé est de renforcer la gouvernance de l'ordre et les capacités de ses membres. Maxime Zongo. L'hymne national entonné en chœur à l'ouverture du deuxième congrès de l'Ordre national des infirmiers et des infirmières du Burkina Faso. À cette rencontre, les 300 congressistes venus des 13 régions du Burkina Faso vont faire le bilan des 5 ans d'exercice du bureau actuel de l'ONIBF. En vue d'impulser une nouvelle dynamique au métier d'infirmier, les participants à ce congrès vont relire le code de déontologie de l'ordre. Il s'agit pour nous de recentrer un certain nombre de choses pour rappeler la place et le rôle de l'infirmier dans notre système de santé. C'est un métier pas facile et avec les moyens de bord, ils font tout pour travailler, ils font tout pour se mettre vraiment à la hauteur des attentes de la population. Et c'est pour moi une occasion de les encourager à aller de l'avant. De ce congrès, il sera également question d'évoquer l'application du système licence-master-doctorat dans la formation des infirmiers au Burkina Faso. Si une profession veut rester pérenne, il faut qu'elle contrôle la science qui la régit. Et c'est par cette voie. Donc, le système LMD, c'est une porte d'entrée, mais c'est essentiellement l'universitarisation pour que un jour, les infirmiers, conformément à leurs attentes, puissent aller dans le domaine de la recherche. L'Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso a été créé en 2012. Il compte à nos jours environ 7000 infirmiers de toutes catégories. Sa mission est de protéger la santé des populations et de réguler la pratique du métier au Burkina Faso. Santé toujours, le gouvernement burkinabé souhaite réduire de 40% au moins le taux de mortalité dû au paludisme dans le pays. Le programme national de lutte contre le paludisme place la barre à l'horizon 2020. Explication Jean Zongo, Ini Janine Kambiré. Au Burkina Faso, le paludisme demeure un véritable problème de santé publique avec un grand risque pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans qui sont les plus vulnérables. La lutte s'organise autour de plans stratégiques et le programme national de lutte contre le paludisme passe en revue celui de la période 2019-2020. Après la revue des performances du programme, les forces et les faiblesses identifiées donneront de nouvelles orientations assorties d'activités concrètes. L'activité qui pointe vraiment à l'horizon et qui est immédiate, c'est vraiment la campagne de distribution de moustiquaires que nous comptons organiser courant mois de juin et qui va concerner toute la population du Burkina Faso. Et en dehors de ça, il y a la chimioprévention du paludisme saisonnier qui consiste à donner à titre préventif des médicaments antipalustres aux enfants de moins de 5 ans. À travers toutes ces activités, l'objectif à terme est de réduire d'au moins 40% le taux de mortalité du paludisme au Burkina Faso d'ici à 2020 et aussi renforcer la capacité du programme national de lutte contre le paludisme dans la gestion de cette lutte pour les années à venir. Je vous l'annonçais en titre, le service régional de police judiciaire du centre vient de démanteler un réseau de bandits récidivistes qui agressaient avec des armes dans la capitale et autres villes du Burkina. Leur cible, des personnes nanties qu'ils ciblaient dans leur domicile ou leur boutique notamment. Le point avec Omar Zambri.
Tout est parti d'un vol à main armée dans une boutique de Orange Money dans la ville de Ouagadougou dans la nuit du 22 janvier 2019. Bilan, un blessé parmi les gérants et 20 millions de francs CFA emportés. Les services de police se lancent alors dans la traque des bandits et finissent par identifier et mettre aux arrêts 5 membres du gang. L'arme opératoire se déplaçant souvent à bord de véhicules ou de vélomoteurs, ils sont armés de kalachnikovs et des pistolets automatiques, souvent cagoulés. Ils ciblent les domiciles et les boutiques où ils font irruption, tiennent en respect les occupants, procèdent aux fouilles et s'emparent de tout numéraire, objets précieux et des téléphones portables. Ils font usage de leurs armes afin selon le degré de résistance de leurs victimes. Si vous résistez, ils vous abattent sans remords. Certains membres du groupe sont connus des fichiers de la police comme des bandits de grand chemin sévissant au Burkina Faso et l'un d'entre eux serait en fuite. Le reste du gang réside dans un pays voisin et n'intervient au Burkina que pour des cas de braquage. Un parmi eux aurait pris part à la rébellion ivoirienne en 2002. L'un des braqueurs mis aux arrêts est décédé dans les locaux de la police pendant la garde à vue. Le chef de gang a malheureusement rendu l'âme pendant sa garde à vue dans nos locaux. Les résultats devaient être plus probants que ça. Si et seulement si M. Naïm Touré, c'est dit activiste, n'a pas foiré en partie l'enquête. Parce que dès qu'il a publié que effectivement que Bonkoungou Joël était ici et qu'il est décédé puisque dans tous les cas les délinquants aussi sur les trucs. La majeure partie a fui avec des armes de guerre rentré dans un pays voisin. L'enquête est actuellement en cours et à la fin de celle-ci, les individus arrêtés seront conduits devant le procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Ouagadougou pour les suites judiciaires. À l'est du Burkina, les forces de défense et de sécurité mobilisées dans le cadre des activités de l'opération Otampoinou entendent permettre à 1200 personnes situées dans la zone de l'opération d'obtenir leur carte d'identité nationale burkinabé. À Ougarou, dans la commune de Matiakwali, l'équipe de cette opération a lancé ce 28 mars le top départ d'une campagne d'établissement gratuite de CNIB au profit de 200 personnes à Pama, 500 à Gaïri et 500 autres à Matiakwali. Aruna Kaboure et Mamadi Ouedraogo font le point depuis Fadangourma. En plus de leur mission de sécurisation des régions de l'Est et du Centre-Est, dans le cadre de l'opération Otampoinou, les forces de défense et de sécurité veulent permettre à la population de l'Est de disposer d'une carte d'identité nationale burkinabé. Le responsable des actions civilo-militaires ouvre ici à Ougarou le bal de l'opération d'établissement gratuit de 1200 cartes d'identité au profit de ceux qui possèdent leur acte de naissance. C'est de permettre à chaque citoyen d'avoir la carte d'identité nationale burkinabé, qui est le premier document qui prouve que réellement on est burkinabé. Et cela va permettre à la population de circuler librement, parce que vous savez qu'il y a les vérifications sur tous les axes et ça empêche les gens de circuler. Ça leur permettra vraiment d'être tranquilles dans leurs activités. Cette opération concerne les populations de Gaïri dans la province de la Komandjari, de Pama dans la Kompienga et de Ougarou dans le Gourma. Voilà. Je suis très content de l'opération qu'on a menée ce matin. Il s'agit de l'établissement des cartes d'identité burkinabé. C'est gratuit pour nous tous qui sommes venus ce matin. Vraiment, cela me réjouit puisque je n'avais pas de carte. Pour le moment, je peux vraiment circuler librement. Le personnel médical de l'opération Otampoinou mène aussi des consultations gratuites pour soulager un tant soit peu les patients qui sont situés dans la zone de l'opération. On l'a appris de sources militaires dans la matinée du jeudi 28 mars 2019 aux environs de 5 heures. La brigade territoriale de gendarmerie de Barani, province de la Kossi, dans la région de la Boucle du Moun, a été la cible d'une attaque terroriste. On déplore malheureusement 4 gendarmes décédés. En cette circonstance douloureuse, le chef d'état-major de la gendarmerie présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées
Il encourage également les unités engagées à poursuivre avec abnégation leur mission et invite les populations à plus de collaboration. Pour renforcer la capacité des systèmes de production alimentaire et agricole et favoriser l'amélioration de la nutrition, la FAO a conduit un projet d'urgence et d'appui à l'amélioration de la résilience des populations vulnérables dans les zones à risque du Burkina Faso. Ce projet d'urgence est la réponse de la FAO et de ses partenaires aux sollicitations de l'État burkinabé dans la région du Centre-Nord notamment. Aimé Solange Guigma. Identifier et valoriser les informations, les expériences et savoir-faire acquis au cours de la mise en œuvre du projet Caisse de résilience afin de les rendre accessibles à l'échelle nationale, c'est ce à quoi vont s'atteler les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du projet. Financé par le Royaume de Belgique, ce projet pilote est porté par la FAO. Il va s'agir de faire une restitution du bilan de ce projet qui s'est achevé il y a quelques semaines. Essayer de voir les forces et faiblesses de ce projet et voir comment on peut valoriser les points qui ont fonctionné et ce qu'on peut développer ici ou dans d'autres régions du Burkina Faso. Nous avons constaté pendant les visites de terrain que les populations se sont vraiment appropriées de ce projet. Donc, ce sont les populations elles-mêmes qui se mobilisent pour mettre en œuvre le projet et elles vont continuer à le faire même après la fin de ce projet. En termes d'acquis, après 2 ans d'expérimentation au Burkina, le projet a permis, entre autres, d'apporter une assistance technique et financière à 2500 ménages vulnérables à travers la création de 100 champs-écoles agro-pastoraux et de 100 associations villageoises d'épargne et de crédit. Un premier cycle de quelques mois a permis aux populations de mobiliser 38 millions. C'est impressionnant. Quand on se rend compte que c'est des ménages pauvres et très pauvres, il y a aussi une caisse de solidarité qui est mise en place. Le projet a couvert les régions du Nord, du Centre-Nord et du Sahel. Cette approche caisse de résilience vise à améliorer la résilience des moyens d'existence des agriculteurs et éleveurs en intégrant des activités productives, financières et sociales. Quel a été l'état de l'exécution du projet Sésame dans les cascades, la boucle du Mouhoun, les hauts-bassins et l'est du Burkina Faso pour la campagne 2018-2019? La direction du projet vient de fournir un rapport qui est en partage en ce moment au cours d'un atelier. Plus de détails avec Maxime Zongo. Plus de 1650 tonnes de sésame, c'est la production cumulée de 45 organisations paysannes lors de la campagne agricole écoulée 2018-2019. Le chiffre d'affaires de ces producteurs issus de la boucle du Moun, des cascades, des hauts-bassins et de l'Est est évalué à 1,78 milliard de francs CFA. Tout le processus des bonnes pratiques qui leur ont permis d'obtenir ces bons résultats sont discutés au cours de cet atelier de 2 jours de réflexion. La commercialisation groupée quand même est une stratégie mise en place pour établir plus d'efficience et plus de transparence dans les transactions, mais aussi pour faciliter les relations entre vendeurs et acheteurs. En vue d'optimiser ces résultats, plusieurs actions sont prévues par le ministère en charge du commerce afin d'accompagner le mécanisme de commercialisation groupée du sésame. Le gouvernement burkinabé, à travers un projet que nous appelons le cadre intégré de renforcement, a décidé, à travers un certain nombre de financements, d'appuyer la filière sésame. À la demande également aussi de l'interprofession, de mettre un système de prélèvement de recettes qui permettront de financer l'ensemble des activités de la filière en vue de son développement. Le projet Sésame est exécuté par un consortium d'ONG et financé à hauteur de 12 milliards de francs CFA par le département de l'agriculture des États-Unis. Pendant 5 ans, le projet Sésame vise à toucher plus de 500 000 producteurs dans les régions des cascades, de la boucle du Moun, de l'Est et des hauts-bassins. Le groupe Abdou Service remporte un prix en Côte d'Ivoire. Le trophée récompense les meilleurs promoteurs immobiliers de la sous-région. Il vient de rentrer avec son trophée. Draman Dadian l'a rencontré pour en parler. Le groupe Abdou Service, du retour d'Abidjan, trophée en mai.
Il s'agit du prix du meilleur promoteur immobilier de la sous-région, remporté à l'issue du 2e Salon international de Côte d'Ivoire. Le salon s'est passé sur 2 jours qui regroupaient des participants venus du monde entier. Il y avait plusieurs pays de l'Afrique, de l'Europe et également du Canada. Plusieurs critères de sélection, dont notamment les documents, tout ce qui est nécessaire pour assurer donc les clients. Donc vraiment, nous ressentons vraiment des sentiments de fierté et de reconnaissance aussi au peuple ivoirien qui a bien voulu nous consacrer ce prix-là. Ce prix sonne comme une victoire d'étape pour la société immobilière Abdoul Service. Le trophée est au groupe, mais c'est le Burkina qui récolte les lauriers. Le prix que nous avons amené, ce n'est pas Abdoul Service seulement qui a eu, c'est le Burkina qui a eu. Parce qu'il y avait pratiquement plus de 8 pays et nous avons été le premier. Donc je pense que la prochaine étape qu'on doit travailler pour quand même faire mieux que ça. Ça c'est en Afrique de l'Ouest qu'on a allé, on compte vraiment aller en dehors de l'Afrique de l'Ouest. Conquérir la clientèle au Burkina et à l'international. Abdoul Service compte y parvenir par le travail bien fait. Il entend présenter son trophée, celui du meilleur promoteur immobilier de la sous-région, aux autorités burkinabées. L'Association des femmes du secteur minier du Burkina, en partenariat avec l'ambassade du Canada au Burkina, a organisé ce jeudi 28 mars un atelier de réflexion sur la place des femmes dans le secteur minier. Ces femmes veulent s'impliquer davantage dans le secteur où elles ne représentent que seulement 10% des employés. Kadi Sanogo. Quels leviers peuvent être utilisés pour accroître la présence des femmes dans le secteur minier? La question est au centre d'un atelier de réflexion qui réunit des acteurs de ce secteur venus de tous les horizons à Ouagadougou. Selon les chiffres, seulement 10% des femmes exercent dans ce domaine réservé aux hommes. Il s'agit donc d'échanger sur les pistes et opportunités à actionner pour plus de femmes dans le secteur minier au Burkina. Nous pensons que 10% de femmes dans le secteur minier, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Si notre objectif est d'atteindre au moins 30%, et pour cela, c'est effectivement non seulement dans le métier du secteur, les différents métiers du secteur minier, mais également dans la chaîne de valeur, comme par exemple des fournisseurs de biens et services pour les compagnies minières. Et cela également pour une meilleure prise en compte des femmes dans le secteur. Venu ouvrir la discussion sur le sujet, l'ambassade du Canada, un des partenaires, souhaite faire partager certaines des meilleures pratiques canadiennes en la matière. C'est dans la politique internationale du Canada de soutenir l'autonomisation des femmes et des filles. Donc cet atelier s'inscrit dans cette dynamique. Il faut que tout le monde bénéficie de cette croissance, et les femmes en particulier. De cette conférence d'une journée, il est attendu des résultats et des recommandations pour accroître la présence des femmes dans le secteur minier burkinabé. Étienne Nakoulma est un employé du commerce. Il vient de gagner plus de 75 millions de francs CFA au PMUB. Il a misé environ 3 900 francs au 4+1 du 17 mars dernier. Il vient de recevoir son chèque des mains du directeur général de la LONABE et en présence de Adama Koulibaly. Plus de 75 millions de francs CFA, c'est la somme que Kouliga Étienne Nakoulma a remportée au 4+1 du 17 mars 2019. Employé de commerce à Ouagadougou, il joue au PMU depuis 4 ans et cette fois, c'est avec la mise de 3 900 francs CFA qu'il remporte au solo. Pour avoir fait confiance à la loterie nationale, parce qu'il faut faire confiance à la loterie nationale pour jouer à ces jeux, je l'ai félicité pour avoir gagné plus de 75 millions en misant 3 000 francs. J'ai souhaité qu'il en fasse un bon usage. Nous avons saisi l'opportunité pour lancer un appel aussi bien à la clientèle actuelle qu'à la clientèle potentielle de continuer à faire toujours confiance à la loterie. Parce que lorsque vous jouez à la loterie, nous remettons les lots aux gagnants et les bénéfices aux façons. L'heureux gagnant de 4+1 a reçu son chèque ce 27 mars 2019 au siège de la LONABE des mains du directeur général Simon Tarnagda.
Juste après ce journal, retrouvé sur le coup de 21h, Simon Gongo et ses invités pour parler de transformation des produits agricoles au Burkina Faso. Et c'est dans l'émission Controverse. Simon Gongo est en direct du studio où il doit recevoir ses invités. Bonsoir et plantez-nous le décor de votre débat de ce soir. Fosséni Kindo, bonsoir et bonsoir à tous. On commence par ces chiffres. En 2018, Fosséni Kindo, plus de 300 000 tonnes de tomates et autant pour les oignons ont été produits au Burkina Faso. Et comme vous le constatez, les producteurs burkinabés travaillent mais ne profitent pas vraiment de ce travail-là. La raison, pas de maîtrise de conservation ni de transformation et résultat, toutes ces productions sont bradées avec un manque à gagner pour eux et aussi pour l'économie nationale. Mais à qui la faute? C'est la question que nous posons ce soir. Et sur ce plateau, nous aurons deux producteurs face à deux représentants de l'administration. Et c'est sur le coup de 21h, Fosséni Kindo, vous l'avez dit. Il faut rappeler qu'il est possible d'intervenir en deuxième partie d'émission, à l'heure d'émission donc, au 25 40 79 03 pour interagir avec les invités sur ce plateau. Rendez-vous est pris donc à 21h pour Controverse ce soir sur la RTB. Merci à vous, Simon. Et à l'étranger militaire russe au Venezuela, le Kremlin demande à Trump de se mêler de ses affaires. La passe d'armes se poursuit entre les États-Unis et la Russie. Et Donald Trump qui a sommé la Russie de quitter le Venezuela et de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Et donc, suivez ce reportage. Russes sur le tarmac de l'aéroport de Caracas. Ce sont, selon Moscou, des conseillers techniques envoyés récemment au Venezuela pour l'application des accords signés dans le domaine de la coopération technique et militaire. Mais surtout, ils resteront aussi longtemps que nécessaire. La partie russe n'a enfreint aucune règle, ni les accords internationaux, ni les lois du Venezuela. La Russie ne modifie pas l'équilibre des pouvoirs dans la région. La Russie ne menace personne, contrairement aux gens à Washington. C'est ainsi que Moscou a répondu à la demande de Donald Trump de quitter le Venezuela. Donald Trump qui a reçu ce mercredi Fabiana Rosales, l'épouse de Juan Guaido, autoproclamé président par intérim et reconnu par une cinquantaine de pays. Le jeune chef de l'opposition a de nouveau appelé à une grande mobilisation anti-Maduro pour ce samedi. Savez-vous ce que le régime dit? Il dit « Regardez, les lumières se sont éteintes ». Et les gens ne disent rien, car ils s'y sont habitués. Eh bien, ils vont avoir une surprise. Non seulement nous allons manifester samedi, mais à chaque fois que les lumières s'éteignent, qu'allons-nous faire à partir de maintenant? Nous allons faire en sorte que nos droits comptent. Ce samedi, attendez le lieu et l'heure dans chacun des États. Depuis plusieurs jours, une nouvelle panne d'électricité géante frappe le Venezuela. Les magasins ferment les uns après les autres, les services publics sont à l'arrêt. L'économie vénézuélienne perdrait 200 millions de dollars par jour à cause de cette panne. On s'arrête là pour le journal ce soir. Merci de votre attention. Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programme sur la RTV. Au revoir.